On va pouvoir démarrer tranquillement. Installez-vous, Jean-Louis. Luc de Gardel, il n'est pas loin, je l'ai aperçu. Alors on va attendre qu'il arrive. On se donne 1 minute et on va démarrer. Il y a eu un petit décalage sur la table ronde précédente, donc on a le droit d'être un peu en retard. Pas trop. Non, mais je vais tenir, j'ai moi-même un train, donc ça ira. Eh bien, on va démarrer. Bonjour à toutes et tous. Je suis Olivier Dupuis, je suis le secrétaire général de la Fédération des entreprises d'insertion. Et je vais animer cette table ronde, enfin cet atelier de cet après-midi pour passer des paroles aux actes. La question étant l'engagement et l'inclusion. Est-ce que l'ESS est une terre promise en la matière? Et donc on va avoir des interventions autour de cette thématique. Peut-être un mot, alors l'engagement... c'est un mot assez intéressant. On engage, c'est un point de départ, on engage une partie, on engage un match. Et donc il y a une notion de point de départ. Et puis un de nos enjeux probablement pour le secteur, c'est au-delà du point de départ, c'est l'engagement dans la durée. Et c'est comment on fait tenir cet engagement et comment on le nourrit pour qu'il puisse durer longuement. Alors je ferai une évocation personnelle. Il se trouve que j'ai démarré mon engagement en étant engagé, parce que j'étais militaire, et c'est grâce au service militaire d'il y a quelques années maintenant que j'ai démarré dans le secteur de l'insertion. Donc c'est aussi la question un peu des déclics, hein, c'est comment on crée ces déclics et on crée un engagement qui peut tenir dans la durée. Alors on va démarrer avec vous, avec toi Hugues Widor, président de l'UDES. L'UDES, je ne sais pas si on a besoin vraiment de la présenter, c'est peut-être pas très utile. En quelques mots, 300 000 entreprises, 30 000 entreprises, pardon, 1 million de salariés. Et vous venez de publier un guide intéressant. Être employeur nous oblige, être employeur de l'économie sociale et solidaire nous engage. Concrètement, ça veut dire quoi? Et quels exemples concrets on peut partager avec la salle? Bien, effectivement, je pense que le titre, en forme de slogan d'ailleurs, résume bien notre démarche et notre aspiration. Être employeur nous oblige et être employeur de l'économie sociale nous engage. Et on voit bien le poids des mots et la nuance que cela sous-entend. Alors pour ça, je vais peut-être faire un petit retour en arrière, et pour ceux qui n'étaient pas à la table ronde précédente, sur les questions de comment est-ce qu'on fait entrer l'entreprise, la société dans l'entreprise. Et ce qu'il est apparu dans cette table ronde, c'est la nécessité justement qu'il y ait un engagement fort des employeurs et des entreprises de l'ESS pour passer de la parole aux actes sur toute une série d'items. On a évoqué la question de la gouvernance, on a évoqué la question de l'égalité femmes-hommes. Et quand j'écoutais cette table ronde, je me disais que c'était une excellente introduction à la nôtre, parce qu'au fond, pour passer de la parole aux actes, il faut quand même avoir un système de référence commun. Et ce que vous avez indiqué, c'est qu'il faut un déclic à un moment donné. Et ce déclic, pour ce qui concerne l'UDES, on l'a eu il y a déjà quelques mois, voire quelques années, mais plus concrètement quelques mois, où on a travaillé justement sur cet appel visant à provoquer un changement, un bouleversement et à être un vrai choc culturel dans nos propres organisations. Tout à l'heure, on disait que ce congrès, c'était aussi l'occasion de se questionner, de se remettre en question et d'avancer sur de nouvelles pratiques. Je rappelle juste l'UDES, en plus des chiffres que tu as évoqués, c'est qu'on est partenaire social. Et notre légitimité, elle tient de là. C'est-à-dire qu'on est partenaire social, on négocie des accords avec les organisations syndicales de salariés, avec les 5 organisations syndicales de salariés, et on a des accords qui sont extrêmement structurants dans l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est aussi des formes d'engagement et de passer de la parole aux actes, puisqu'on a négocié des accords sur l'égalité femmes-hommes, sur le handicap, sur la question de la formation professionnelle. Et puis, on a un rôle également de partenaire des politiques publiques, notamment dans le cadre de l'agenda social, pour donner l'avis des employeurs de l'ESS quant à la question qui peut toucher la formation professionnelle ou toucher l'assurance chômage et d'autres, et d'être un relais aussi de nos organisations
pendant la crise pandémique ou tout au long de l'année. Mais là, ça a eu un rôle tout à fait intéressant. Alors, pour revenir à cet appel et aller tout à fait dans le concret, dire qu'aujourd'hui, un salarié, quand il se présente auprès d'un employeur, il est questionné, il est interrogé, il est interpellé sur son employabilité. Donc, sur les questions autour de son implication, de sa productivité, son agilité, la qualité de son travail, etc. etc. Et pour l'employeur, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que c'est un peu un angle mort des politiques publiques et il n'y a pas forcément d'interpellation au quotidien sur sa capacité, au fond, à être employeur pour proposer des emplois de qualité, pour proposer des emplois qui ont du sens, pour travailler de façon très concrète et positive sur la formation professionnelle. Au fond, comment est-ce que est évaluée la fonction employeur? Donc, c'est pour répondre finalement à cet angle mort et dire que de quelle manière l'ESS ou les employeurs de l'ESS réunis au sein de l'UDES s'engagent, que nous avons conçu cette démarche sous forme d'appel. Alors, ce n'est pas neutre parce que c'est ambitieux et il y a l'idée d'avoir une mesure. Alors, ce n'est pas neutre parce qu'on a 28 syndicats et groupements de l'UDES qui ont signé cet appel et qui rassemblent 30 000 entreprises et derrière plus d'1 million de salariés. Donc déjà, si on arrivait à irriguer cet appel et à le faire vivre dans l'ensemble des organisations membres de l'UDES, ce serait déjà une très belle avancée et on peut compter donc sur l'engagement concret de l'ensemble des syndicats d'employeurs. C'est une bonne chose. Mais l'idée, c'est que ça diffuse et que ça puisse irriguer l'ensemble des employeurs de l'économie sociale pour que ça devienne un système de référence commun. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aller plus loin que le cadre réglementaire sur 2 niveaux, l'attractivité de l'employeur sur le marché du travail et les modes d'action de l'entreprise en tant qu'organisatrice de la relation d'emploi. Avec deux exemples, pour pas citer tous les exemples de cet engagement. Le premier, ça concerne la participation des salariés à la vie et aux orientations de l'entreprise et à la gouvernance de l'entreprise. Suite à un sondage auprès des employeurs de l'ESS, on s'aperçoit que 58% des employeurs considèrent que la participation des salariés à la vie et aux orientations de l'entreprise est une spécificité de l'ESS par rapport aux organisations qui sont dans l'économie de marché, l'économie classique, on va dire. Et quand on regarde de près, on s'aperçoit que dans nos organisations, on a déjà des formes qui répondent à cette dynamique-là, c'est-à-dire les sociétés coopératives d'ouvrières et production, où on a les salariés qui sont associés au projet, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, où on a des collectivités locales qui sont intéressées également à la gouvernance, les mutuelles. Dominique Joseph en a parlé tout à l'heure au niveau de la mutualité française, mais c'est vrai pour l'ensemble des mutuelles, où les salariés sont présents dans les conseils d'administration et avec voix de plus en plus délibérative. Et c'est vrai aussi dans le secteur associatif, puisqu'il y a un certain nombre de nos organisations associatives de l'ESS dans lesquelles les salariés sont présents, mais ce n'est pas partout le cas. Et donc l'idée derrière cet appel, c'est que cet engagement puisse se décliner sur l'ensemble des entreprises. Et donc l'engagement, c'est quoi? C'est favoriser la participation des salariés en les associant aux instances de gouvernance et également en militant pour une représentation égale femmes-hommes. C'est aussi informer et former les salariés pour exercer des mandats bénévoles dans les associations, les coopératives, les mutuelles et soutenir les engagements bénévoles ou citoyens. On sait que là, il y a un vrai vivier, puisque souvent, dans les associations, dans les mutuelles, dans les coopératives, il y a un certain nombre d'acteurs qui veulent s'engager ailleurs et qui veulent justement travailler autour de politiques de solidarité, d'intérêt général, d'utilité sociale. Et donc, l'idée, c'est de leur laisser la possibilité de le faire. Et donc, au-delà de cet affichage, c'est l'idée de mesurer, et c'est ça l'intérêt de cet appel, c'est de prendre rendez-vous dans 2 ans pour pouvoir, à partir d'un panel, mesurer qu'est-ce qui aura changé, qu'est-ce que ça aura permis de faire évoluer dans l'entreprise. Et donc là, on a sélectionné quelques critères, je vais en citer quelques-uns. C'est la proportion de salariés prenant part aux instances de gouvernance, le nombre de femmes participant à la direction de l'entreprise avec un objectif de l'égalité. Je rappelle qu'on a négocié et signé un accord sur ce thème. Et la proportion de femmes et d'hommes dans les organes de délibération et de gouvernance.
Et on a un deuxième exemple d'appel sur la réponse à la recherche de sens au travail et des garanties de qualité de vie au travail. Là aussi, 69% des employeurs interrogés considèrent que la réalisation de missions d'intérêt général et d'utilité sociale constitue un facteur différenciant avec les entreprises issues de logiques d'économie de marché. On l'a vu au moment de la crise, par exemple, dans le domaine du care, ou le secteur médico-social, le secteur de l'aide à domicile, qu'il soit d'ailleurs associatif ou mutualiste, a joué un rôle majeur pour éviter qu'il y ait l'embolie des hôpitaux et a permis des formes de réponse. Donc là, on est bien dans l'intérêt général et l'utilité sociale. Mais c'est plus large, c'est aussi dans le domaine de la cohésion sociale, de l'animation, du sport, de la culture, où on voit, de l'insertion, où on voit bien la plus-value et l'intérêt des acteurs de l'économie sociale. L'engagement, il consiste à veiller à l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ou citoyenne, à chercher à concilier les impératifs personnels, ça peut être la volonté d'être aidants familiaux, la gestion des enfants, avec les exigences professionnelles. Et pour terminer, donc 3 outils de mesure par rapport à cette approche. C'est l'existence de cadres permettant l'articulation du temps de vie et l'organisation du travail. Alors pour ça, ça peut être très, très simple, hein, c'est d'éviter les réunions après 18 heures, ça peut être éviter le samedi, ça peut être aussi de faciliter le télétravail. Donc en tout cas, c'est de réfléchir et de raisonner à l'aune de cette articulation. Le deuxième, c'est l'existence d'un accord sur une charte du télétravail, sachant que d'ailleurs il y a des outils, puisque l'UDES propose cette charte de télétravail à l'ensemble des employeurs. Et enfin, et ce n'est pas le moindre, c'est l'existence d'un dialogue social qui soit sur les questions de qualité de vie au travail, qui sont très importantes, que ce soit en termes de prévention, avec le document unique d'évaluation des risques professionnels. Ça peut être aussi autour de l'impact du numérique et bien évidemment sur l'égalité. Donc voilà, c'est ça le sens de notre appel, une grande ambition, mais que ce ne soit pas juste une ambition sans mesure, mais avec une mesure, une évaluation, pour avoir une culture d'évaluation et passer de la parole aux actes. C'est bien ça, c'est faire que cet appel il soit majoritairement entendu et qu'on le mette en œuvre sur l'ensemble des entreprises et sur les territoires. Je crois que l'appel est entendu. Alors peut-être, et on le fera à plusieurs moments de cet échange, l'illustrer avec des actions assez concrètes. J'ai demandé à Séverine Choquet. Vous êtes membre d'ATD Carmonde et chargé de projet de formation au sein de l'entreprise solidaire qui s'appelle Travailler et Apprendre Ensemble, qui est en Seine-Saint-Denis. Alors c'est un peu cette question, là on était sur comment le secteur lui-même s'engage sur ces dimensions importantes. On a aussi la possibilité d'exprimer aux entreprises plus classiques comment être inclusive et comment s'engager. Et c'est un peu ce que vous essayez de faire depuis maintenant plusieurs années, à travers des formations auprès de responsables et de managers d'entreprises traditionnelles pour apprendre à être inclusif. Alors comment on peut faire ça ? Alors, elle s'adresse aux entreprises traditionnelles, mais pas que. Hein, c'est évidemment parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Alors, étant donné que la formation dure 5 jours en présentiel et 20 heures à distance, en 3 minutes, voilà, ça va être un peu compliqué de vous résumer tout ça, mais finalement, la seule chose qui est parfaitement essentielle pour permettre à chacun de trouver sa place en entreprise, c'est vraiment d'être persuadé de l'intérêt de faire tous ensemble. Voilà. C'est de l'importance de chaque personne et d'être persuadé évidemment de la richesse que chacun peut apporter au collectif, et ça, quelle que soit sa formation, son expérience professionnelle ou son expérience de vie. Pour nous, c'est vraiment important. Et en fait, je pense que tous les outils, les instances de concertation, les organisations de travail les plus inclusives sur le papier peuvent vraiment toutes tomber à plat. Voilà, ils peuvent même être contre-productifs, passer pour des alibis pour se donner bonne conscience, si en fait il n'y a pas réellement ce sens derrière, si il n'y a pas cet intérêt pour ce que porte chaque personne. Alors, comme je ne suis pas toujours sûre d'être claire, je vais vous donner un exemple, comme ça au moins on sera d'accord sur ce que ça veut dire. C'est
Par exemple, vous lancez un temps de consultation, d'accord? Et puis, vous en attendez rien. Ou alors, vous n'avez pas vraiment pris en compte ce qui en est ressorti. Presque aussi pire, en fait, c'est si vous n'y mettez pas les moyens ou le temps nécessaire pour que chacun puisse réellement s'exprimer. Là, forcément, les salariés ils vont avoir l'impression que vous vous fichez d'eux. Alors, ça n'engage que moi, mais je leur donnerai un petit peu raison. En fait, pour moi, c'est un peu comme si le matin, vous dites « Bonjour, vous allez bien ?» et que vous le faites uniquement par politesse et par convention et que vous vous fichez complètement de la réponse. Pour moi, c'est pareil. Voilà. Alors, bien sûr, même si on est persuadé de l'intérêt de faire ensemble, et j'espère qu'on l'est un petit peu tous, c'est pas simple de créer ou de transformer une organisation pour qu'elle soit inclusive. Et la première des choses, c'est de ne pas rester seul, de travailler le projet avec toute l'équipe, par inclure quelqu'un en fait au sein d'un collectif. Ça signifie souvent que tous les membres du collectif doivent un peu bouger. En fait, contrairement au principe d'insertion qui demande à la personne de se transformer pour rentrer en fait, pour correspondre au cadre du modèle dans lequel elle doit s'intégrer, l'inclusion, ça suppose d'accepter la personne telle qu'elle est, avec tout ce qu'elle peut apporter, y compris en termes de remise en question de l'organisation. L'adaptation, c'est vraiment le maître mot pour pouvoir véritablement faire tous ensemble, parce que même si vous donnez à tous les salariés une possibilité égale, en fait, ils n'ont pas tous le même rythme, ils n'ont pas tous les mêmes capacités de compréhension, d'expression, de mobilisation. Et du coup, ce n'est pas un management égalitaire ou une organisation égalitaire qui va permettre à tous de s'exprimer. C'est un management et une organisation équitable. Et c'est par ce management équitable qu'on va aller vers moins d'inégalités et que ça permettra à tous de réellement prendre part au projet commun. Pour conclure, je vous dirais juste que cette adaptation, elle est tellement au centre de tout que même si au cours de notre formation, l'équipe de TAE partage son expérience et présente un certain nombre d'outils qui ont été mis en place, à chaque fois, ils font bien attention à préciser que ce n'est qu'un exemple de ce qui peut exister et que voilà, c'est en aucun cas un modèle parce que chaque collectif est différent, chaque collectif est unique et que tout doit s'adapter. Voilà. En fait, ça fait même 20 ans que TAE existe et en fait, il continue chaque jour à se transformer et à expérimenter. Et c'est passionnant, alors évidemment, on vous invite à venir partager vos expériences avec nous. Merci. Merci beaucoup. J'ai retrouvé un peu de voix, paraît-il, parce que mon micro ne fonctionnait pas. Merci. Alors, j'en retiens une dimension importante, c'est de travailler ensemble, évidemment. Alors, peut-être pour l'illustrer, puis on va passer à vous, Frédéric Lamarre, pour s'interroger de la question de l'échelle. C'est-à-dire que vous êtes administratrice déléguée à la MGVN. Bon, la MGVN, 4 millions de personnes protégées, 10 000 salariés, c'est une très grande organisation. Comment, dans une si grande organisation, on fait vivre ce travail ensemble et comment dans une mutuelle, où évidemment la question de une parole, une voix est un élément central, comment on fait vivre cette organisation avec des sociétaires qui sont très nombreux, qui sont très diverses. Donc l'enjeu de l'échelle, comment vous arrivez à le tenir ? D'abord, juste revenir sur ce que vous disiez au début, sur l'engagement dans la durée, parce que la MGVN a fêté ses 75 ans il y a 2 jours. Donc je trouve que c'est un beau symbole que de montrer que l'engagement, il peut durer dans le temps et que si on regarde ces 75 dernières années, c'est pas ringard, comme c'est écrit dans les 10 sujets là, abordés au repas autour de l'ESS, c'est pas ringard, au contraire, c'est 75 ans d'innovation. Et aujourd'hui, finalement, l'enjeu d'innovation qui est le nôtre, c'est celui de trouver de nouvelles façons d'engagement, de nouveaux leviers d'engagement, en fait. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Pour revenir plus précisément à votre question, il faut rappeler qu'en mutualité, on dit souvent, et c'est avéré, que l'engagement se fait par l'adhésion et par le vote, en fait. Donc nous sommes évidemment un mouvement social qui est issu de l'économie sociale et solidaire, qui s'est construit sur la démocratie. C'est un pilier fondamental de notre fonctionnement et notre identité. Mais ce n'est pas que incantatoire. C'est aussi quelque chose qui nous responsabilise tous les jours pour le faire vivre.
Donc peut-être deux exemples de leviers que l'on a pu mettre en œuvre pour favoriser cette expression démocratique, puisque vous faisiez référence à l'échelle et à la taille que l'on peut représenter. Alors évidemment, ce que nous avons mis en place, c'est une démocratie représentative. Nos adhérents sont représentés par des délégués à l'Assemblée générale, parce que vu le nombre, ça serait un peu difficile de tous les réunir, mais dans les évolutions récentes que nous avons été amenés à conduire, nous avons travaillé pour plus de représentativité, être attentif à ce que chaque adhérent, en fonction de son offre, soit représenté, et c'est vraiment la réforme la plus récente que nous avons menée sur plus de représentativité à l'Assemblée générale. C'est quelque chose qui est vraiment important. Et puis, un deuxième levier, alors celui-ci n'est pas forcément nouveau, mais au-delà de cette existence, on va dire statutaire de représentativité à l'Assemblée générale, la MGN a fait le choix de faire vivre une démocratie locale avec un réseau de militants qui est présent sur tous les territoires, qui est mobilisé. Et c'est aussi quelque chose qui est une richesse pour nous, une richesse humaine, puisque ces militants, ce sont eux qui vont faire vivre nos projets, nos positions et qui vont animer les territoires. Et c'est là où on fait le lien tout de suite avec l'engagement, puisque c'est la possibilité d'engagement qu'on va proposer à nos adhérents au plus proche des territoires. Donc ça, c'est un petit peu pour décrire comment on répond à l'exigence de démocratie dans une organisation comme la nôtre. Ensuite, sur la partie de l'engagement, en mutualité, c'est vrai qu'on parle plus d'adhérents que de sociétaires. On est attaché au mot, mais en fait, ce qu'on met derrière et ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le mot reconnaît la double qualité. La double qualité d'être à la fois assuré et assureur, et d'être à la fois contributeur à la solidarité, mais aussi bénéficiaire. C'est important de le rappeler parce que finalement, l'adhésion, elle l'engage à contribuer à ce fonctionnement propre à l'ESS. Et c'est quelque chose d'important. Mais peut-être on peut se dire que dans la durée, justement, ça ne suffit pas à entraîner l'adhésion au projet social de la mutuelle. Et c'est bien là tout notre travail, du coup. Et c'est pour ça que nous avons initié, depuis la rentrée, un vrai chantier autour de l'engagement. C'est notre actualité. Alors, un premier levier d'action que nous avons mis en place, qui va s'incarner en 2022, c'est d'ouvrir nos instances locales à des adhérents en dehors du mandat, en fait. De se dire que finalement, le mandat ne fait pas tout et qu'on peut proposer un engagement dans la mutuelle même si on n'a pas de mandat. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau pour nous et qui va se décliner en 2022. Parce que ce que nous avons constaté, c'est qu'au-delà de l'engagement dans le projet collectif de la mutuelle, nous souhaitons proposer aussi une militance plus pragmatique, en fait, basée sur l'action et parfois qui peut être en réponse à une urgence. On a vu pendant la crise sanitaire des besoins de réponse à des besoins de solidarité apparus durant cette crise. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va déployer. Et puis, un deuxième levier d'action qui se base sur des expérimentations que nous menons partout dans les territoires, en métropolitains et extra-métropolitains, c'est important de le rappeler aussi, telle que une plateforme de l'engagement que nous expérimentons dans 2 régions, qui permet de recevoir, de recueillir les envies d'engagement de nos adhérents. Et puis d'autres dispositifs innovants que l'on appelle les projets d'innovation sociale qui sont menés par nos nouveaux délégués. Et je citerai juste un exemple. Certains en fait sont déclinés après concrètement et l'exemple que je veux citer concerne le territoire de Mayotte sur lequel on est présent et où on a pu mettre en place une cabine de téléconsultation qui apporte un vrai plus à la population. Je terminerai juste en disant que dans toutes les actions que nous sommes amenés à déployer sur le territoire, nous rencontrons beaucoup de jeunes parce que c'est aussi une population qui nous est proche, qui est proche de notre écosystème, on va dire. Et en fait, on se rend compte que quand on arrive à embarquer des jeunes dans des projets d'engagement, ça fait naître chez eux des envies de poursuivre et que notre responsabilité, c'est de passer le relais en fait à des acteurs qui sont proches de nous pour permettre à ces jeunes de trouver aussi et de poursuivre cette volonté d'engagement.
Merci. Alors, on va changer d'échelle et un peu de territoire. On va passer à Monsieur Luc de Gardel, que je connais un peu par ailleurs. Luc, tu as créé et tu diriges plusieurs entreprises solidaires dans le territoire du Grand Est. Il y a eu un événement qu'on a tous subi, vécu, la crise Covid. Comment un entrepreneur engagé, il se mobilise comment dans ce moment-là? C'est quoi la première ligne? C'est quoi être en première ligne au moment du Covid quand on est entrepreneur d'inclusion? Bonjour à toutes et à tous. Alors, en fait, ce que je me disais justement en écoutant tout le monde, c'est que finalement, où qu'on soit une mutuelle, qu'on soit un réseau d'employeurs, ou en fait, on s'est tous posé la question à ce moment-là de se dire, mais comment finalement, moi je suis dans l'ESS, je ne peux pas rester les bras croisés. C'est pas possible, il y a quelque chose à faire. Chez nous, particulièrement, et pour l'ensemble des salariés de la boîte, c'était la capacité finalement, alors pour vous dire, hein, on est plutôt dans l'agriculture biologique et dans la logistique et pas du tout dans le textile. Et ben on s'est dit ok, on peut pas rester les bras croisés, on va acheter des machines. On a acheté une centaine de machines, on a embauché une centaine de personnes et puis on s'est mis à fabriquer des masques. Et alors pour pas parler que de nous, et c'est là où c'était intéressant, c'est que finalement on s'est rendu compte qu'en France on était une centaine de structures inclusives à avoir eu ce même réflexe et à se dire bon ok, c'est top, on a agi de nos convictions, à partir de nos convictions et de notre envie de faire quelque chose. Aujourd'hui, il faut qu'on agisse différemment, il faut qu'on se structure et il faut qu'on fasse plus que ça. Et c'est toute l'histoire des consortiums qui se sont créés, notamment aussi, je vais rendre à César ce qui est à César, grâce à l'Union nationale des entreprises adaptées, où aujourd'hui, et c'est la deuxième valeur de l'ESS, on en a beaucoup parlé aussi jusqu'à présent et dans la table ronde précédente, de la capacité à coopérer. Et que finalement, toutes ces TPE, PME, aujourd'hui, qui sont au nombre de 90, qui soient du secteur du handicap ou du secteur de l'insertion, se sont réunis, ont créé un consortium et sont aujourd'hui en capacité de répondre à de gros appels d'offres ou à de gros marchés par des donneurs d'ordre internationaux qui souhaitent relocaliser leur production. Alors, c'est pas gagné, hein, parce que dès qu'on parle de prix, les valeurs de l'ESS ne sont pas encore au point de quelques euros, mais ça va pas tarder. Et néanmoins, aujourd'hui, la capacité à se réunir fait que ce sont 1500 emplois qui ont été créés, 30 millions de masques qui ont été fabriqués, et aujourd'hui, des relocalisations de fabrication de t-shirts, de sweatshirts, peut-être des kits maternité bientôt. Vous avez vu ça dans les journaux. Donc, en fait, cette capacité à se dire comment... Finalement, on est peut-être dans des territoires isolés, on est dans des territoires urbains, on est des toutes petites TPE, on est parfois des PME. Et ben, cette valeur de coopération et de concurrence intelligente, parce que nous sommes aussi des entités concurrentielles, et ben, permet de créer des belles aventures qui sont en capacité de peser aujourd'hui sur la relocalisation textile en France. Et je pense que ça, c'est... tu parlais d'un déclic. Ben oui, un déclic. Et à un moment donné, ce déclic, il nous oblige et il nous engage. Et du coup, j'ai bien aimé le lien entre vous deux parce que, oui, quand on a un déclic, après, on doit aller plus loin, il faut qu'on aille plus loin. Et pour moi, l'ESS, c'est ça, et c'est ce qu'on vit un peu tous les jours sur le territoire, sur les territoires. Merci, et puis tu me fais un lien parfait, parce que un des acteurs qui était très impliqué dans cette aventure des masques, c'est l'APF, parmi d'autres, mais très impliqué. Annuette, vous êtes la responsable pour la Nouvelle-Aquitaine des actions associatives de l'APF. Alors en quelques mots, APF, alors je vous passerai le mien parce qu'il ne marchait pas trop celui-là. APF, c'est 20 000 adhérents, 21 000 adhérents, 15 000 salariés et 30 000 usagers. Alors ça, c'est un point important parce qu'on a parlé d'adhérents, de salariés, d'employeurs, d'entrepreneurs. Il y a aussi les usagers. Alors il y a une loi en 2002 qui est un peu ancienne, mais qu'on a parfois appelée la loi du droit des usagers. Comment on prend en compte les usagers au sein d'APF, au sein d'une grande organisation? Là aussi, c'est pas simple. Cette parole-là, elle est un peu particulière, elle est différente. Donc comment on la fait vivre, et en termes de pratique, de levier, parce que c'est l'idée d'être assez pragmatique, qu'est-ce qu'on peut partager entre nous cet après-midi? Alors, je vais vous reprendre juste sur un terme. Nous nous appelons APF France Handicap. Nous ne sommes plus Association des paralysés de France, nous sommes APF France Handicap depuis 2018, depuis que nous avons changé nos statuts pour être ouverts à l'ensemble des personnes en situation de handicap, tous les handicaps. Nous sommes encore majoritairement, nous accompagnons encore majoritairement des personnes avec handicap moteur et troubles associés. Alors, effectivement, nous sommes une grosse association du médico-social, mais aussi une association qui porte des revendications. On est connu aussi pour ça, on est entendu aussi pour ça, et on est identifié notamment au niveau de l'État et des différents ministères pour nos revendications quelquefois un peu fortes.
Nous avons effectivement 21 000 adhérents et 35 000 usagers et ça s'organise effectivement autour de différentes instances, cette participation citoyenne. Mais je vais essayer de le faire en forme d'entonnoir, le focus, parce que c'est assez compliqué en interne. Il faut un petit moment pour comprendre notre organisation interne. Tout d'abord, on est une association donc, avec 21 000 adhérents. Notre conseil d'administration, 24 personnes. Ce sont des adhérents qui sont élus directement par les adhérents. Et ce conseil d'administration, il est composé de 18 personnes en situation de handicap et d'autres membres associés, mais 18 personnes en situation de handicap. Et je pense qu'en termes de démocratie, pour une association qui milite pour le handicap, c'est la première des choses, et il faut s'appliquer à soi-même, dans les plus hautes sphères de l'association, notre principe de base. Donc, ce conseil d'administration, il ne travaille pas tout seul. Ces 24 personnes, elles ont besoin de se nourrir d'un certain nombre d'informations qui viennent de la base. Et elles s'appuient sur différentes commissions, et des différentes commissions qui sont organisées par thématique pour alimenter nos revendications. On a une commission de défense et promotion des droits et des libertés. Cette commission, elle est là pour nourrir nos revendications, notre plaidoyer. Et le conseil d'administration s'appuie sur cet ensemble de personnes qui sont des personnes en situation de handicap ou leurs proches pour nourrir nos revendications. On a une commission qui s'appelle aussi Vide ou Mouvement, qui agit pour la mobilisation des acteurs de l'association depuis la base. Quand on dit acteurs de l'association, ce sont les adhérents, ce sont les bénévoles, ce sont les salariés et les usagers. On a cette spécificité-là d'avoir des acteurs différents, et on est tous en mode coopération à l'intérieur de l'association. Je ne vais pas dire avec tous le même poids ou la même parole, mais en tout cas, on est tous écoutés à différentes strates de l'organisation. Nous avons d'autres commissions, une commission nationale politique de la jeunesse. Ce sont des jeunes adhérents qui sont missionnés, qui sont élus, plus exactement. Chaque région envoie un jeune au niveau du siège pour parler des questions qui sont propres à la jeunesse. Alors ça va être l'emploi, ça va être la culture, ça va être les questions dont ils souhaitent eux se saisir et qui sont ensuite transformées en action avec l'aval et l'appui du conseil d'administration. Donc vous le voyez que déjà au niveau de notre gouvernance, on s'appuie sur une organisation démocratique. Au local, plus exactement au niveau départemental et au niveau régional, nous avons aussi des élus. Nous avons en fait 800 élus en France. Ces 800 élus, ils se répartissent sur toute la France et ils maillent le territoire, donc de représentation interne donc dans nos instances propres et ils les nourrissent, mais aussi de représentation externe dans des différentes instances liées au handicap, des instances d'accessibilité, des instances qui concernant au niveau de la MDPH par exemple. Donc à tous les niveaux, à toutes les strates, nous avons des représentants, et ce ne sont pas des salariés, ce sont bien des adhérents et ou bénévoles qui représentent et qui portent les revendications d'APF France Handicap. Donc ça, c'est notre organisation en termes de gouvernance. Au niveau des usagers, vous le savez, vous l'avez dit tout à l'heure, la loi de 2002 a organisé les conseils de la vie sociale dans les établissements et services médico-sociaux. Bien évidemment, nous les mettons en œuvre. Alors, je ne vais pas dire obligatoirement parce que nous essayons de les mettre en œuvre. Quelquefois, nous n'avons pas de personnes dans les établissements ou les services qui veulent se présenter pour représenter leurs collègues, je ne sais pas comment on peut les appeler, les personnes qui sont accompagnées dans la structure où ils sont. Mais ces CVS sont la représentation d'une démocratie importante, et le lieu, on parlait tout à l'heure de dialogue social, c'est un dialogue social sous une autre forme, à l'intérieur d'un établissement ou d'un service médico-social,
et pour lequel il faut adapter quelquefois la communication parce que on ne se trouve pas toujours face à des personnes qui s'expriment aisément ou qui comprennent facilement les rouages de l'organisation de la structure dans laquelle ils sont. Cependant, on s'attache vraiment à cette représentation-là. Et au niveau national, nous avons une instance qui regroupe les présidents des CVS, qui s'appelle le Conseil national des usagers. Et ce Conseil national des usagers, lui aussi, il alimente aussi nos revendications, mais surtout, il intervient sur la qualité, sur le management par la qualité dans nos structures. Parce que ce sont eux qui pointent ce qui fonctionne moins bien, les expériences qu'il y a pu y avoir ici ou là. Ces présidents de CVS font remonter au Conseil national des usagers des expertises, des expériences. Et c'est là qu'on a un vrai management par la qualité à l'intérieur de notre structure, parce que forcément, ça vient de la base, ça vient vraiment des personnes, des usagers, de leurs demandes et de leurs besoins. Ça, je pense que c'est assez remarquable en termes de démocratie participative, parce que je ne sais pas s'il existe d'autres structures qui ont ce type de représentation, mais on s'appuie beaucoup sur notre CNU. Ça, c'est pour nos usagers. Je dirais, et pour nos adhérents, alors, je vais vous donner deux exemples de participation. Aujourd'hui, dans le cadre de l'élection présidentielle, nous avons lancé ce qu'on appelle le débat citoyen 2022. Le débat citoyen 2022, il a pour objectif d'expérimenter une modalité de démocratie participative un peu différente. On organise, c'est en ce moment que ça se passe, depuis octobre et jusqu'au mois de mars, avec 104 personnes qui ont été tirées au sort. Donc la moitié citoyen lambda et la moitié adhérents à APF France Handicap. Donc on a souhaité cette mixité de public sur le sujet, sur la thématique quel modèle de protection sociale pour demain. Donc c'est bien ciblé sur un thème qui nous est cher au sein de l'association. Et l'idée, c'est pas de nous seuls produire une proposition, une contribution à présenter aux différents candidats à l'élection présidentielle, mais bien de la construire avec des citoyens. Donc il y a un certain nombre de réunions qui sont... Alors toutes les régions contribuent. Il y a 13 mobilisations en région sur plusieurs semaines, avec des temps principalement en visio du fait de la crise sanitaire, puis un temps au mois de mars en présentiel. Et ils vont produire une contribution sur leur vision du système de protection sociale pour demain. Et un autre exemple que je voulais vous indiquer, nous avons un projet associatif qui s'appelle Pouvoir d'agir, pouvoir choisir. Ce projet associatif, il a été co-construit entièrement avec les acteurs de l'association. Quand je dis les acteurs, pas seulement les adhérents. C'est-à-dire qu'on a organisé, on s'est doté d'une plateforme numérique pour le faire. On a organisé des réunions partout en France. Moi, j'en ai organisé 57 en Nouvelle-Aquitaine pour co-construire notre projet associatif. Donc on s'est appuyé, alors je ne dirais pas sur les 100 000 acteurs de l'association parce que ce serait prétentieux, mais en tout cas sur une bonne partie de nos bases, et chacun a pu contribuer à produire un projet associatif avec 5 axes, et déclinés en 42 engagements. Voilà quelques exemples concrets de ce que nous faisons dans l'association. Merci beaucoup pour tous ces éléments très riches. Alors, on va passer à vous, Maïmona Toumar. Alors, on change de sujet tout en restant dans le même. C'est tout l'intérêt de cette table ronde sur la question de l'engagement. Et là, vous avez travaillé, donc vous êtes coordinatrice de l'association Gribouillis, qui est une communauté sociale d'assistantes parentales qui sont en Ile-de-France principalement. Et vous avez, à travers cette construction-là, cette association, organisé la parole de citoyens et surtout de citoyennes en réalité,
parce que ce sont des nounous, pour parler plus simplement. Alors, c'est quoi l'origine de votre idée et comment ça fonctionne? Alors, je disais, on change de sujet, c'est-à-dire que pas vraiment, c'est-à-dire qu'on est toujours sur l'organisation de la parole, et effectivement, une organisation collective. Et là, on était avec des usagers, des bénévoles, des salariés, et donc là, avec des professionnels qui se regroupent ensemble. Oui, bonjour, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être parmi vous. Donc effectivement, je suis Maïmouna Toumar, cofondatrice et directrice adjointe de l'association Gribouillis qui existe depuis 2017, donc c'est une structure assez jeune, mais qui adresse un sujet qui est assez ancien, celui effectivement de ces professionnels qui exercent au domicile, qu'on appelle aujourd'hui employés à domicile, mais qui est une profession qui a ses racines et ses origines dans la domesticité et qui soulève beaucoup de questions et qui est à la fois effectivement une activité essentielle puisqu'elle s'inscrit dans le care et forcément dans l'économie sociale et solidaire. Et cette activité a beaucoup de paradoxes qui font qu'elle est fragmentée sur différents ministères, à la fois dans les services à la personne à Bercy, à la fois dans la petite enfance plutôt au ministère des Solidarités et de la Santé, et qui fait que finalement les professionnels qui exercent sont dans l'isolement de par les modalités d'exercice du métier, mais aussi par la structuration de leur profession. Donc ma mère est garde d'enfants, elle est effectivement nounou, elle a une expérience de 15 ans, elle a découvert extrêmement tardivement qu'elle avait droit à la formation professionnelle, comme ses collègues, elle a envoyé certaines qui étaient même esclaves modernes, ça existe encore à Paris aujourd'hui. Et donc ça nous semblait essentiel de pouvoir créer un espace où ces personnes peuvent gagner en confiance et en compétences et pouvoir reprendre en main leur propre avenir professionnel, mais pas que. On s'est rendu compte que c'était très souvent des personnes qui étaient dans des situations d'extrême précarité ou d'extrême isolement, qui avaient énormément de choses à faire. Elles prennent soin effectivement de ces familles, mais aussi parfois de leur propre famille, au pays aussi, beaucoup de femmes étrangères, seniors, etc. Et donc l'enjeu chez Gribouillis, c'était de pouvoir montrer et redonner finalement un pouvoir d'agir à ces femmes en montrant qu'elles peuvent elles-mêmes proposer des solutions, se mettre finalement dans une dynamique où elles arrivent à proposer, montrer qu'elles ont une expertise du terrain, qu'elle a du sens, etc. Donc nous, nos outils premiers, c'est la facilitation. On fait des ateliers de professionnalisation, d'échange de bonnes pratiques. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on accompagne celles qui sont passionnées d'un sujet ou qui sont concernées par une thématique à devenir les animatrices de ces ateliers. Et de fil en aiguille, certaines sont devenues salariées dans l'association Gribouillis. Et aujourd'hui, on a créé une coopérative, la première coopérative d'activité et d'emploi de la garde d'enfants à domicile. Donc ça, c'est aujourd'hui effectivement le parcours qu'on a. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, quand on parle d'inclusion et d'engagement, on a l'impression parfois que c'est un peu un monde parallèle dans lequel on va effectivement exprimer notre moralité, etc. Et c'est super. C'est super et c'est important. Et il y a une vraie quête de sens aujourd'hui à laquelle il faut pouvoir répondre, notamment des jeunes. Moi, pour ma part, je suis à la base chimiste, ingénieur et docteur. Donc, j'ai travaillé dans la recherche et je n'étais pas forcément destinée à rentrer dans cette économie sociale et solidaire. Donc, j'ai eu cet appel, effectivement. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est aussi confronté finalement à un paradigme de cette inclusion qui fait que certaines personnes pensent que les seules formes ne sont que dans la charité et effacent la notion aussi de justice sociale du coup. C'est important de ramener ce sujet-là. La charité a beaucoup de vertus et il faut la préserver, mais la justice sociale doit trouver sa place. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que dans le cas de ces gardes d'enfants, finalement, l'inclusion, elle se fait par rapport à quoi? Par rapport à quel environnement? C'est par rapport à la société entière, en fait, parce qu'elles exercent en individuel, etc. Et le fait de repenser à l'échelle, effectivement, de notre société, de notre système, ça vient révéler, finalement, qu'aujourd'hui, il y a un contrat social qui n'est pas forcément respecté.
Comment est-ce qu'on peut voir effectivement des professionnels aussi essentiels qui ont été dans la première ligne ou deuxième ligne, qui n'ont pas les moyens de bien faire leur travail, qui n'ont pas les moyens de bien vivre, et ainsi de suite. Donc ça vient reposer finalement des questions sur comment fonctionne notre système, sur quelles valeurs, etc. Et cette économie sociale et solidaire, finalement, elle ne réinvente rien. Elle partage exactement les mêmes valeurs, les mêmes principes que notre République, etc. Mais elle a une certaine agilité, une certaine flexibilité. Elle peut être un laboratoire. Et je pense qu'effectivement, finalement, elle devient une espèce de garde-fou et elle nous montre là où on pêche. Elle nous permet de créer des modèles et je pense que cette économie sociale et solidaire a un aspect correctif finalement de notre société. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, il faut que cette économie sociale et solidaire n'oublie pas cet engagement et cette inclusion dans tous les principes qu'elle développe. Parce que justement, elle est motrice dans notre société. Donc chez Gribouillis, on a vraiment cette énergie et on revendique vraiment le fait d'être dans cette économie sociale et solidaire et c'est souvent un facteur de légitimité finalement aussi pour ces femmes qui sont exclues pour pouvoir obtenir une voix dans le discours public. Et aujourd'hui, on est très fiers d'avoir énormément de partenaires institutionnels. Notre structure extrêmement jeune, par exemple, a bénéficié du France Relance pour proposer des modes de garde à des parents qui sont en insertion et en précarité. Donc, vous voyez que des personnes en précarité, elles aussi, participent à trouver des solutions pour d'autres personnes qui peuvent être exclues. Donc, penser l'inclusion, ça doit être vraiment transversal dans tout ce qu'on porte. Ça prend du temps. Ça peut être difficile effectivement et c'est là où c'est important aussi que cette économie sociale et solidaire soit assez lucide sur les freins qui existent et sache apporter des solutions. On se rend compte que les gardes d'enfants travaillent souvent 50 heures par semaine. Elles sont au taquet du code du travail. Parfois, elles le dépassent très clairement. Donc, quel temps ont-elles pour pouvoir proposer ces solutions et donc elles font des efforts extraordinaires mais je me pose souvent la question de ce qu'on pourrait faire si elles pouvaient donner plus de temps. C'est pour ça qu'on est allé vers du salariat de ces personnes pour leur offrir une sécurité de vie mais aussi cette notion de promotion et redonner aussi un sens finalement au fait qu'aujourd'hui on doit avoir une société qui offre des perspectives de développement à toute personne et donc c'est faire confiance aux compétences de ces personnes. Effectivement j'entendais très bien ce qui est fait et Anne en témoignait, c'est exactement ça, c'est remettre les personnes dans une position où parfois on les a exclues pour qu'elles puissent se prouver et montrer qu'elles peuvent contribuer. Donc voilà à peu près en très vite, j'espère en 5 minutes, ce qu'on fait chez Gribouillis. Non, super, merci pour votre passion à le présenter en tout cas. Alors, sans transition, on va rester dans un cadre jeune, mais un peu plus jeune, un tout petit peu plus âgé quand même que ceux dont vous vous occupez là. Basile Méchardière, vous êtes co-directeur de l'incubateur de Make Sense. L'enjeu, alors nous on est quelques-uns à avoir quelques cheveux blancs, c'est-à-dire que le sujet c'est les générations qui arrivent, les jeunes, comment on intéresse les jeunes à l'entreprendre autrement et quelles sont les actions que vous pouvez mener en la matière? Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Alors vous nous avez demandé de commencer avec une anecdote. Alors, j'ai essayé de réfléchir à une anecdote. On va arriver aux périodes de fin de l'année, alors qui ne concerne pas que les jeunes. On va arriver aux périodes de fin de l'année dans des bonnes résolutions. Et avec des bonnes résolutions qui peuvent être proportionnelles à l'avancement de la soirée d'ailleurs. Et parmi ces bonnes résolutions-là, on va souvent trouver des choses autour de l'année prochaine, je m'engage. L'année prochaine, je rejoins cet assaut. L'année prochaine, je change de comportement sur mon alimentation, les déchets, que sais-je, chacun avec sa sensibilité. Et puis si on repasse quelques semaines ou quelques mois après, qu'on relève les compteurs de l'engagement, généralement, le bas blesse et il n'y a pas eu en fait. Les actes n'ont pas suivi les mots. Alors il y a des statistiques super intéressantes là-dessus. Et cet écart-là, nous, c'est une des raisons d'être de l'association Make Sense que je représente ici. Et comment justement on arrive à réduire cet écart-là? Alors on n'est pas du tout dans un moment, dans une attitude culpabilisatrice. Au contraire, depuis 10 ans, on s'est vraiment
creusé les méninges, nous et nos partenaires, pour essayer de voir c'était quoi en fait ces freins à l'engagement et comment on pouvait les lever, comment on passait de je suis touché et je suis sensibilisé par cette cause, par cette personne qui vit dans la rue que je vois tous les matins ou par ce documentaire qui me remontre encore le 7e continent plastique, à je m'engage, je fais des premières actions. Comment de je fais des premières actions, c'est je le pérennise dans le temps et puis après j'engage autour de moi. Donc il y a vraiment cette idée d'escalier de l'engagement. Qui est d'ailleurs, on a mis pas mal de publications en ligne sur Internet, si vous voulez creuser ça. Et alors, pour rentrer dans le concret, il y a énormément de facteurs possibles. Un de ceux dont on voit beaucoup en ce moment, ça va être le fait d'avoir accès à une information claire. On a entendu parler de plateforme de l'engagement ici. Comme si, en fait, il y avait une sorte de contrat lisible. OK, donc ça veut dire que j'ai besoin de telles compétences, ça va durer tant de temps. OK, je fonce. Alors ça, c'est important, c'est nécessaire, mais ce n'est pas du tout suffisant. Je pense que nous, notre conviction, c'est qu'il y a d'engagement pérenne que par le collectif. Un mot qu'on aime beaucoup, qui est parfois galvaudé chez Make Sense, mais c'est pas grave, qu'on utilise, c'est celui de communauté. Aujourd'hui, notre job à nous, c'est de créer des programmes de sensibilisation et de formation qui peuvent prendre pas mal de formes, d'une demi-journée à plusieurs semaines, pour aider des groupes de personnes qui ne se connaissent pas forcément à s'engager sur un sujet. Comment on fait vivre une communauté ? C'est là-dessus que je voudrais apporter un témoignage terrain. Donc on a essayé de faire un diagnostic de qu'est-ce qui fait qu'une communauté, donc un groupe de 20 personnes qui organise une maraude par exemple, va fonctionner et avoir un engagement qui dure dans le temps. Il y a 5, d'après nous, on a identifié 5 piliers qui se suivent. Le premier, c'est d'avoir en bon français un purpose, donc une vision, une commune dans laquelle on se retrouve tous et qui peut être formalisée. Donc c'est pour ça qu'on va avoir de plus en plus de manifestes, donc un endroit qui écrit vraiment pourquoi on fait les choses de manière simple et claire. Deuxième chose qui va être super importante, c'est que les membres de la communauté puissent avoir facilement les moyens d'échanger entre eux. Donc qu'il y ait des interactions et des connexions qui se fassent rapidement. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on s'engage aussi pour rencontrer d'autres personnes et pour se connecter à eux. Tout ça, ça doit s'incarner dans des rituels précis. Dans des activités précises. Voilà, moi je suis dans cet asso, je sais qu'on va organiser tel type d'activité, ça ne sera pas une autre. Ou que je sais que tous les lundis soirs, je vais avoir sur le groupe WhatsApp de mon asso le planning de la semaine à venir. Alors c'est des choses qui sont très concrètes, mais c'est là que ça se joue en fait. Une fois qu'on a ces rituels, il y a une petite chose qui est vraiment importante, on s'engage pour les autres, mais il faut le regarder en face, on s'engage pour soi aussi. Les mécanismes de valorisation personnelle qu'on peut avoir et de mise en avant en fait, sont essentiels. Et donc on accompagne nous beaucoup d'associations, c'est pour ça qu'il y a le mot incubateur ici, mais à justement essayer de travailler avec leur communauté de bénévoles. On leur dit mais valorisez vos bénévoles les plus importants, mettez-les en avant. Et ça c'est vraiment essentiel aussi. Et puis enfin, et ça a été, vous l'avez dit, essayer de construire, il faut voir l'engagement dans un groupe un peu comme des cercles concentriques, avec où l'engagement serait plus fort au centre et diminuerait quand on s'en éloigne. On n'a pas tous forcément, parce que les vies personnelles, professionnelles sont comme ça, toute la même possibilité d'être engagé, et ça, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que dans un groupe comme ça, il faut nommer des ambassadeurs qui vont être plus engagés que d'autres, qui vont peut-être pas être plus engagés, qui vont pas être ambassadeurs tout le temps, qui vont tourner au bout de quelques mois, mais avoir un système en fait où on a des personnes qui vont prendre le lead, et c'est de l'institutionnaliser le plus possible. Voilà le petit témoignage que je voulais apporter. Merci beaucoup, ça fait un témoignage de plus et ça illustre la vivacité des expériences, des initiatives. On va terminer, alors pas tout à fait terminer, on aura un petit temps d'échange avec la salle. Jean-Louis Laville avec vous, vous êtes professeur au CNAM, titulaire de la chaire économie solidaire. On le voit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de manifestes, d'engagement, d'expériences et c'est tout l'enjeu de cette journée et d'autres à suivre. La République de l'ESS, c'est comment on arrive à faire encore plus système, c'est-à-dire que comment on passe à l'échelle en partant de ce que nous faisons, de nos engagements respectifs pour transformer encore plus la société. Et donc comment on fait cette transformation-là, comment on va au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui. Avec un micro, oui. Oui, donc je vais essayer en style télégraphique de réagir par rapport aux choses passionnantes que j'ai entendues là à l'instant. D'abord, je pense qu'il y a des points de vigilance. Je crois qu'il ne faut pas être naïf. Quand on parle de société inclusive, il y a le risque que l'économie sociale et solidaire soit le petit secteur qui fait de l'inclusion,
dans un grand système qui fait de l'exclusion. Hein. Et donc je pense qu'il ne faut pas qu'on reconduise les erreurs qu'il y a eu dans l'appréhension d'un certain nombre de responsables publics qui ont longtemps confondu, trop longtemps confondu, économie solidaire et insertion, par exemple. Hein, donc je pense qu'il ne faut pas qu'on soit dans la case de l'insertion-inclusion, alors que le système continuerait à produire massivement, parce que c'est le cas, de l'exclusion. Ça, c'est le premier point de vigilance. Le second point de vigilance, je crois, c'est qu'aujourd'hui, et ça va m'amener à revenir sur ce qui a été dit, il y a un consensus apparent sur un certain nombre de thèmes, comme la participation et l'engagement. Et derrière ce consensus apparent, beaucoup de travaux montrent qu'il y a deux formes qui sont en train de se mettre en place. Une participation pour aller vite, que je dirais alibi, dans lequel on mobilise individuellement des gens qui deviennent les alibis pour que le système ne change pas. Et de l'autre côté, des formes de participation collective qui justement permettent aussi de questionner les pouvoirs qui aujourd'hui établissent la domination sur ceux qui n'ont pas la parole. Et donc je crois qu'on ne peut pas confondre ces deux formes de participation dans un consensus mou en faveur d'un thème qui serait supposé convenir à tout le monde. Donc je pense qu'il faut avoir ces points de vigilance. Il faut aussi, je crois, si on veut prendre au sérieux la thématique du Congrès, il faut revenir, puisque le Congrès nous incite à faire une prospective de ce que sera l'économie sociale et solidaire demain, il faut revenir sur l'histoire de l'économie sociale. Ce n'est pas nouveau, ça a 2 siècles, et donc il faut qu'on commence la prospective par une rétrospective. C'est-à-dire quelles ont été les limites qui ont été rencontrées dans l'histoire, pour ne pas reproduire ces limites, mais pour essayer de les dépasser. Je pense qu'il y a 2 limites, je prends 2 exemples, mais qu'il faut avoir à l'esprit pour les travailler justement, pour changer dans le monde qui vient. La première limite, c'est une assimilation trop rapide entre le principe « une personne, une voix » et un fonctionnement démocratique. On sait que le principe « une personne, une voix » est une garantie. On sait que c'est un principe nécessaire pour effectivement ne pas reproduire ce qui se passe dans l'économie qu'on peut aussi qualifier de dominante. Mais ce principe qui est nécessaire n'est pas suffisant. Et je crois que trop longtemps, les structures de l'économie sociale ont pensé que ce principe leur donnait une légitimité et suffisait. Je pense qu'il ne faut pas s'en contenter parce que sinon... Tout le monde qui a été dans une mutuelle, une coopérative ou une association sait très bien que cette démocratie formelle n'est pas synonyme de démocratie réelle. Et puis je crois que stratégiquement, l'économie sociale a oscillé. Les exemples sont très nombreux dans le XXe siècle, entre 2 positions. Soit se faire admettre par l'économie dominante, soit affirmer son identité propre. Et je pense qu'à force d'osciller entre les 2 positions, finalement, c'est devenu illisible. Et je crois qu'il faut tenir compte de ces enseignements historiques si on veut aujourd'hui aller dans une économie sociale et solidaire qui soit demain plus transformatrice. Ça veut dire qu'il faut, par exemple, me semble-t-il, que les statuts soient relayés, et c'est là où je vais faire allusion à ce qui a été dit, par des instances plus participatives et plus démocratiques. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'il faut se méfier du terme de gouvernance, parce qu'on sait très bien, par exemple, avec l'expérience des patients experts dans les hôpitaux, qu'on peut très bien nommer un usager dans un conseil d'administration et ça ne change rien. Ça ne change rien, sauf que les mêmes peuvent dire qu'ils ont une participation des usagers. Mais par contre, ce qui est important, c'est que des gens puissent dire sur leur quotidien, puissent intervenir sur les services, sur comment sont réalisés ces services, et de manière qui est, ça a été dit plusieurs fois, d'une manière qui est collective. Donc je pense que ce qui apparaît comme modeste, c'est-à-dire des formes délibératives et participatives sur les activités quotidiennes, c'est un vecteur de changement important. Et ça permet justement qu'on appréhende, comme ça a été dit, la qualité de manière différente et à partir du point de vue des usagers. Il me semble que ceci amène
à voir comment dans l'économie sociale et solidaire dans son ensemble, il est possible de convertir une démocratie formelle en une démocratie qui soit réellement vivante. Et je pense que c'est l'un des chantiers qui s'ouvrent pour demain. C'est également, me semble-t-il, et je reprends ce qui a été dit, la capacité à dire non par rapport à certaines tendances de l'économie dominante. Je prendrai quelques exemples complémentaires de ceux qui ont déjà été pris. L'impact social, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Il n'y a pas de parole claire formulée par l'économie sociale et solidaire sur cette thématique. Et ça me semble dommageable pour l'identité de l'économie sociale et solidaire. Il y a certaines composantes qui pensent que les investissements à impact social sont incompatibles avec l'économie sociale et solidaire, d'autres qui pensent que malgré tout, il faut quand même y aller pour voir, on ne sait jamais, ça pourrait nous servir. Et donc finalement, il n'y a pas de position commune de l'économie sociale et solidaire. Plus gravement, ce sont les méthodologies d'impact social qui sont en train de se diffuser, qui sont contradictoires, je pense, avec un certain nombre de valeurs de l'économie sociale et solidaire, quand ce sont des évaluations randomisées qui se font sur les gens concernés et non pas avec les gens concernés. Il y a aujourd'hui toute une expertise de l'impact et de l'évaluation qui est antidémocratique. Et je pense qu'il faut au contraire prendre appui sur ce qui a été exploré dans l'économie sociale et solidaire, par exemple en termes de méthodologie d'utilité sociale, pour proposer nos propres méthodes. Des méthodes qui ne font pas des enquêtes sur les gens, mais qui font des enquêtes avec les gens. Des enquêtes sociales, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire je pense qu'il est important d'aller dans le sens de l'expérimentation démocratique et que là, il y a une capacité propre de l'économie sociale et solidaire sur laquelle il faut compter. Et ça amène, si vous voulez, aussi à réfléchir sur la manière dont l'économie sociale et solidaire, vous en avez cité des exemples aussi, est aussi une possibilité de défendre les libertés. Et il me semble qu'aujourd'hui, par exemple dans le domaine associatif, ces libertés sont menacées. Il y a eu tout un travail qui a été fait par l'Observatoire des libertés associatives qui a documenté 100 cas d'atteinte aux libertés associatives. Ça a donné le lieu à un certain nombre de débats, y compris parlementaires. Mais je crois que nous avons besoin aussi qu'il y ait des prises de parole de ce type-là. Donc pour moi, l'économie sociale et solidaire transformatrice de demain, ce n'est pas simplement un ensemble d'entreprises. C'est en fait un triptyque qui va articuler à la fois l'activité économique, l'entreprise, la revendication, ça a été dit, et la négociation. Je pense que c'est dans ce trépied qu'il y a une spécificité de l'économie sociale et solidaire transformatrice, c'est-à-dire elle peut faire des activités au quotidien, elle peut revendiquer et elle n'est pas contre la concertation avec les institutions telles qu'elles sont. Et il me semble que c'est ces trois éléments qu'il convient de développer dans le cadre d'une économie qui soit une économie sociale et solidaire plus transformatrice. Ça pose aussi la question de avec qui on fait alliance. Et il me semble que là, il y a aussi le fait que depuis le début du XXIe siècle, on pourrait dire qu'on est dans un tournant territorial de l'économie sociale et solidaire. Et que ce tournant territorial permet de nouvelles coopérations au sein même de l'économie sociale et solidaire. Là aussi, il ne faut pas se leurrer. Les coopérations internes à l'économie sociale et solidaire ne sont pas au niveau aujourd'hui. Mais on voit qu'il y a des exemples probants, par contre, qui sont en train de se développer et qui permettent d'avancer dans cette intercoopération au sein même de l'économie sociale et solidaire. Je pense que c'est un facteur fort de crédibilité de l'économie sociale et solidaire qu'elle soit capable d'organiser la solidarité en son sein même. Il me semble également que avec cette fameuse économie qu'on appelle traditionnelle, qu'on appelle classique, que j'aurais plutôt tendance à appeler dominante, il faut aussi voir où peuvent se faire les alliances. Et à mon avis, aujourd'hui, l'économie de marché n'est pas un ensemble homogène. Il n'y a pas de continuité entre des grands groupes aujourd'hui qui sont dans des logiques qui ne sont plus des logiques de marché, mais des logiques de puissance, et des artisans ou des commerçants ou des PME d'un territoire.
Il me semble que les alliances, elles sont à faire avec ce que j'appellerais une économie de marché territorialisée, autour justement des enjeux de territoire, et que là, il y a des complémentarités, alors que du côté de l'économie marchande internationalisée, il y a surtout des logiques de puissance dans lesquelles l'ESS est souvent instrumentalisé. Et puis, je crois qu'il y a aussi des alliances à faire avec les mouvements citoyens. On a fait une enquête internationale sur les alliances entre mouvements sociaux et économie sociale et solidaire. Et là aussi, je pense que la France n'est pas en avance par rapport à certains autres contextes. Et il me semble qu'il y a des alliances à développer avec des mouvements citoyens. Enfin, pour terminer un peu en faisant allusion à mon propre engagement, je pense qu'il y a des complémentarités aussi par des dispositifs de travail qui sont en train de s'inventer entre acteurs de l'économie sociale et solidaire, chercheurs et responsables publics. C'est le mouvement qu'on appelle le mouvement de recherche participative. Et moi, en tant que chercheur, par exemple, nous sommes en train de créer une association avec l'appui de nos laboratoires respectifs pour réunir dans une association les acteurs de l'économie sociale et solidaire, des chercheurs et des responsables publics, justement pour agir conjointement dans des approches participatives qui incluent des démarches de recherche-développement. Merci beaucoup pour cette ouverture. Alors on est un peu tenu par le temps, on me l'a rappelé. Peut-être quelques interventions, pas forcément des questions, parce qu'il n'y aura pas le temps de réponse, pour être très, très honnête. Mais si vous avez des initiatives, des commentaires, des remarques à faire, il y a un monsieur qui est juste là devant et une autre prise de parole là. Et je pense que... Oui, bonjour Patrick. Oui, ça fonctionne. Patrick Vastallo, président de l'association pour l'alternative. Juste deux remarques. D'abord, je partage complètement ce que vient de dire Jean-Louis Laville. Et ça me fait dire, y compris les travaux de la République de l'ESS le confirment, l'ESS est à la croisée des chemins, ou bien elle sera une espèce d'alibi et de faire valoir, entre guillemets, des puissances dominantes du capitalisme mondialisé, ou bien on sera effectivement une économie de transformation et d'émancipation. Et je pense qu'on n'a pas trop le choix, c'est soit l'un, soit l'autre. Voilà. Et juste une deuxième remarque, c'est que je suis quand même un peu frappé que dans l'ensemble des interventions qu'on a eues là, la question des salariés ne soit pas venue. Je sais bien que l'ESS n'est pas le meilleur monde, moi je suis moi-même employeur, n'est pas le meilleur monde parfois sur le respect des droits du travail et des droits du salarié, mais je pense que c'est compliqué de vouloir passer des paroles aux actes. C'est aussi quelle place démocratique, citoyenne, participative, tout ce qu'on veut, de nos propres salariés dans nos propres entreprises de l'économie sociale et solidaire. Merci. Je crois que le sujet a traversé de nombreuses interventions. On ne peut pas dire qu'il n'a pas été traité, mais on avait choisi effectivement des éclairages un peu différents pour illustrer la thématique. Il y avait une question juste derrière, monsieur. Oui. Bonjour, Jean-Claude Tuffery, président du groupement d'employeurs de l'économie sociale et solidaire. Simplement, moi, je reprends ce que vient de dire notre ami Jean-Louis Laville, hein, c'est ça, voilà, je ne veux pas déformer ton nom, excuse-moi, sur la notion d'inclusion. Moi, je pense qu'il faut d'abord mettre autour de l'économie sociale et solidaire la notion de transformation. On agit d'abord pour transformer la société. Et de fait, en transformant la société, comme on lutte contre cette société d'exclusion, on travaille automatiquement la société d'inclusion. Et c'est pour ça que je reprends ce que dit souvent Jérôme Sadier. Il faudrait faire de l'économie sociale et solidaire la règle et non l'exception. Je pense que c'est ça qui est important. Mais pour qu'on soit la règle, il faut vraiment qu'on se différencie des politiques libérales et qu'on se différencie surtout de ces politiques qui sont au service de ces grands groupes. Moi, je l'appelle le capital, mais chacun l'appellera comme il veut, économie dominante ou capital. Et c'est pourquoi, et c'est mon ami Vassallo qui m'a pris mon morceau, c'est pourquoi que je pense qu'il va nous différencier, c'est aussi comment on réagit avec les salariés de nos entreprises. Je crois que c'est la différence qu'on peut faire. C'est pas simplement la démocratie avec nos usagers, avec nos associés, avec nos adhérents. Non, c'est aussi comment à l'intérieur de nos entreprises, on travaille la relation avec les salariés. Comment on travaille la relation avec leurs institutions représentatives du personnel. Comment on est à leur écoute. Comment on pense. Parce que ce qu'on dit dans une entreprise du capital,
il faut laisser la parole aux salariés parce qu'ils ont des idées. Ça serait le contraire chez nous? Non, non. Chez nous aussi, ils ont des idées. Chez nous aussi, les salariés peuvent nous pousser à transformer notre façon de gérer l'entreprise ou l'association ou une structure quelle qu'elle soit. Donc je crois que ça, c'est important de le situer. Et comme c'est écrit dans le document qu'on nous a remis à l'entrée, hein, qui est le document pour une force motrice de l'avènement d'une république sociale et solidaire, le rôle pionnier de l'ESS dans les grandes conquêtes républicaines. Eh bien écoutez, on n'est pas une structure homogène, l'ESS. Et c'est pour ça que je me permets, et je le dis parce qu'il y a le président de l'UDES qui est là, j'ai été choqué de la signature par l'UDES d'une déclaration commune avec le MEDEF, avec l'UDP, avec la CPME, contre les luttes des travailleurs sur la loi El Khomri, pour les ordonnances Macron, qui se félicite du rapport Delvoye sur la retraite. Je pense qu'on ne peut pas se revendiquer de l'ESS si on soutient ce type de démarche et qu'on est solidaire avec le MEDEF, la CPME et l'UDP. Et comme disait Elsa Triolet, les barricades n'ont que deux côtés et il faut choisir son côté. Merci. Alors, je ne demanderai pas à Hugues de répondre. Ce serait trop long. Non, peut-être on va s'arrêter. Le temps file. Peut-être juste un mot pour illustrer, pas le débat, enfin les réflexions qu'on a pu avoir. Ça que, alors, je vais le faire de mon côté d'insertion. Je viens de là. Longtemps, l'entreprise d'insertion s'est créée en se disant, elle a une fonction réparatrice. Elle aura réussi quand elle aura disparu. Moi, j'ai démarré en 92. On se disait ça au début. C'est-à-dire qu'on aura gagné quand on ne sera plus là. Et en fait, aujourd'hui, on dit plus ça du tout. C'est-à-dire qu'on dit on va continuer à être là et encore plus parce que notre fonction de transformation, on l'assume vraiment et on a envie qu'elle change d'échelle. Donc je pense que cette prise de conscience aussi interne, elle s'illustre, alors dans ce petit exemple, mais elle s'illustre aussi et les évolutions qu'on peut constater là. Hugues, un mot, mais je te laisse la conclusion, mais je te la confie courte. Je promets, mais je ne peux pas laisser passer... Je peux pas laisser passer parce que faut pas se tromper. C'est-à-dire que l'UDES, hein, je le redis, rassemble l'ensemble des syndicats d'employeurs de l'économie sociale, issus notamment du mouvement associatif, issus des familles coopératives et des familles mutualistes. Et donc, dans notre volonté, dans notre souci, c'est justement d'accompagner la transition écologique et sociale. Et je vous ferai passer le plaidoyer que nous avons travaillé depuis plusieurs sèmes. Il est vraiment autour de ces questions-là, c'est-à-dire qu'il faut faire évoluer le système économique dans lequel on se trouve, notamment par rapport à notre mode de production, par rapport au respect de nos ressources naturelles. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est un aiguillon là-dessus par rapport à l'ensemble des autres des acteurs patronaux. Et juste dire que dans notre posture, on est à la fois dans un travail partenarial avec les pouvoirs publics. On ne peut pas dire qu'il ne faut pas travailler avec les pouvoirs publics, ça n'a pas de sens. On est obligé d'être là pour pousser, pour influencer, pour donner une parole qui soit spécifique et qui puisse faire évoluer les choses. Et je peux vous le dire, on a fait évoluer les choses fortement pendant la crise, notamment en permettant d'avoir des financements auprès des structures qui étaient un peu en déshérité et en déshérence, avec un fonds de 30 millions d'euros. Ce n'est pas neutre pour les petites structures associatives et que nous verrons, vous verrez dans notre plaidoyer, mais pour favoriser justement l'émergence de l'écosystème, de l'économie sociale, à la fois dans le domaine fiscal, dans le domaine économique, et pour qu'il soit un acteur reconnu. En plus, le fait est que l'ensemble des syndicats d'employeurs travaillent ensemble. C'est un signal fort justement dans la création d'une communauté d'intérêt au service des adhérents, des gestionnaires, mais aussi au service des salariés. Et je vous invite, mais je vous le donnerai, je suis prêt à en discuter avec vous, à regarder de façon très précise l'appel que nous venons de signer et sur lequel nous venons de nous engager, qui est un appel ambitieux et qui donne justement à voir sur la relation que nous souhaitons mettre en œuvre avec l'ensemble des salariés dans une vision de transformation. Les associer à la gouvernance, et je suis d'accord avec Jean-Louis Laville, il faut se méfier de la question de la Libye, puisqu'il faut qu'il soit partie prenante de la gouvernance, très clairement. Dans la question du dialogue social, qu'il ne faut pas mettre de côté, et le dialogue social, il existe dans l'économie sociale comme il existe ailleurs, c'est-à-dire que le droit du travail, il s'applique partout, et il doit s'appliquer aussi dans l'économie sociale. Et c'est, je le dis au passage,
On a été signataire avec les organisations syndicales de salariés de multiples accords. Les derniers d'ailleurs accords que nous avons signés, ils ont été signés avec les 5 organisations syndicales de salariés. Donc les forces représentant les salariés, les organisations syndicales, sont d'accord avec nous pour travailler sur le système qui permette la meilleure régulation possible entre les employeurs et les salariés dans l'économie sociale. Donc ce sont des faits avérés, c'est une direction que nous prenons pour que justement on soit dans cette volonté transformatrice, mais qu'on soit aussi partenaire des pouvoirs publics. Et dans ce cadre-là, on est dans un concert. Alors, est-ce qu'il faut nier ce concert? Je ne crois pas, pour ma part, et je pense qu'il faut travailler avec l'ensemble des acteurs, que ce soit avec le MEDEF, que ce soit avec la CPME, que ce soit avec la FNSEA, et nier ce rapport avec l'UDP, d'ailleurs, qui a un rôle majeur, puisqu'on parlait des petites entreprises. Mais il faut être capable de travailler avec ces acteurs. Nous venons d'ailleurs de signer, vous pouvez la voir, une déclaration avec la FNSEA il y a assez peu sur justement la meilleure lisibilité, le développement des territoires ruraux, parce qu'il y a un vrai besoin là-dessus d'être présent. Merci. Bon, faire court dans l'ESS, on a toujours du mal, mais on est toujours passionné, donc c'est un peu normal. Merci à toutes et tous et bonne poursuite de travaux. Et je m'associe. Je me permets aussi de vous remercier au nom de SS France d'avoir participé à cette table ronde